Yo, mes salutations! J'espère que vous avez la forme. Et oui, j'ai changé la déco. Aujourd'hui, nous allons parler de prédateurs vraiment hors du commun. Non, je ne vais pas parler du lion, je ne vais pas non plus parler du tigre, et encore moins du grand requin blanc parce que je crois que j'ai déjà assez parlé de requins sur cette chaîne. Bah ouais, parce que ceux-là, tout le monde les connaît. Non, là, les animaux dont je vais vous parler, c'est des trucs vraiment peu connus et qui ont en plus des noms à coucher dehors, hein, vraiment, mais des noms de merde. Bah comme par exemple... Number 1. Serpent à tentacules. Attends, quoi? Number 1. Serpent à Ah non, mais ça va, j'avais compris, hein. Mais c'est quoi ce truc, un monstre de Yu-Gi-Oh? Serpent aquatique pouvant être trouvé au Vietnam, en Thaïlande et au Cambodge. Nom latin Herpeton tentaculatum. Ce serpent vit dans les marécages et au bord de petits lacs. Son alimentation est exclusivement composée de petits poissons qu'il chasse la nuit. Pour ce faire, il utilise une méthode d'embuscade tout en anticipant la direction dans laquelle le poisson va tenter de fuir. Bon, maintenant pour ceux qui se demandent à quoi servent les petits tentacules au niveau de la tête de ce serpent. Eh bien pour ça, il y a plusieurs hypothèses. Certains scientifiques pensent que le serpent les utilise pour attirer ses proies, d'autres pensent qu'il s'en sert pour ressentir les mouvements d'eau autour de lui et mieux détecter ainsi ses proies, mais aucune des deux hypothèses n'a encore été vérifiée à ce jour. En gros, tout ce qu'on sait à propos de ces tentacules, c'est qu'on sait que dalle. Pas génial. Les serpents de cette espèce peuvent mesurer 70 à 100 cm. Ces serpents sont vivipares. Après gestation, la femelle pourra donner naissance à une portée de 5 à 13 individus. Ce serpent est le seul représentant du genre Herpeton. Bien qu'étant venimeux, son absence totale d'agressivité le rend tout à fait inoffensif pour l'homme. Maintenant, c'est l'heure de passer à la suite. Number 2. Anguille pélican. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Eh bien, bonne question, nous allons tâcher d'y répondre. Il s'agit d'un prédateur marin pouvant vivre à une profondeur allant de 1000 à 5000 mètres dans les eaux tempérées et tropicales de l'océan Indien, Pacifique et Atlantique. La taille de cette espèce est estimée entre 1,20 m et 2,10 m. L'anguille pélican a une particularité intéressante. Et cette particularité, c'est son mode de chasse. En effet, quand elle chasse, elle a la capacité de gonfler sa tête afin d'avaler un grand nombre de proies très rapidement. Sinon, à part ça, eh bien, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette espèce, hein, si ce n'est qu'elle porte aussi le nom de grand gousier pélican. Oui, comme beaucoup de créatures vivant dans les abysses, les scientifiques ne savent que très peu de choses dessus. Bon, passons à la suite maintenant. Number 3. Fourmi légionnaire. Alors déjà, quand on parle de fourmis légionnaires, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on ne parle pas d'une espèce en particulier. Nous parlons là d'un groupe d'espèces comprenant même plusieurs genres. Et le genre, dans le jargon scientifique, c'est justement le taxon qui se trouve juste au-dessus de l'espèce. À titre d'exemple, le tigre, ayant pour nom d'espèce Panthera tigris, fait partie du genre Panthera. Lui-même faisant partie de la famille des Félidés, le taxon supérieur, cette famille Félidée faisant elle-même partie de l'ordre des félins. En gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que dans un nom d'espèce, le genre, c'est toujours le premier des deux mots. Cette parenthèse taxonomie vous a été présentée par un youtubeur feignant. N'oubliez pas de vous abonner. Revenons à nos fourmis. Leur surnom de fourmis légionnaires est dû au fait qu'elles ne sont vraiment pas là pour déconner. Elles forment des colonies pouvant comprendre plusieurs millions d'individus. Et quand elles se déplacent ou qu'elles attaquent, elles le font tout ensemble. Et elles peuvent ainsi dévorer vivantes des proies beaucoup plus grosses qu'elles. Ouais, quand je dis qu'elles sont pas là pour déconner, touche un membre de leur clique, tu verras qu'il va t'arriver des bricoles. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, Nero, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Toutes les espèces de fourmis légionnaires ont un mode de vie nomade. Ainsi, à intervalles réguliers, toute la colonie se déplace pour changer de lieu de vie. Les fourmis sentinelles en profitent alors pour patrouiller à la recherche de proies potentielles. Une fois la proie repérée, les fourmis combattantes lui sautent dessus et font leur travail. La pauvre créature est alors éliminée sur le champ et bien souvent dévorée dans la foulée. Et le plus impressionnant chez ces bestioles, c'est que les ouvrières arrivent à se rassembler pour former un pont vivant, permettant alors aux combattantes d'aller attaquer des nids de guêpes ou de frelons suspendus. Donc en gros, il n'y a pas grand chose qui soit capable de leur résister, hein. Même certaines colonies sont suffisamment puissantes pour tuer des serpents et des petits rongeurs.
Autre chose de sympa à savoir, c'est que pour certaines espèces, les combattantes sont incapables de rouvrir les mandibules une fois qu'elles ont mordu. En gros, elles ne peuvent pas lâcher prise. Donc, si une d'entre elles vous mord, je vous dis bon courage pour enlever. Number 4. Fourmi panda. Waouh, mais quelle originalité! Encore une fourmi! Attends, tu foutrais pas un peu de notre gueule là? Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que le truc, en fait, c'est que ce n'est pas une fourmi. Non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Et oui, les apparences sont parfois trompeuses, car voyez-vous, la fourmi panda est en fait une guêpe. Ceci dit, ce n'est pas une guêpe comme les autres, car si les mâles peuvent avoir des ailes et voler, les femelles, elles, n'en ont pas. Elle mesure entre 3 et 4 cm et a une durée de vie d'environ 2 ans. Cette espèce rare ne peut être trouvée qu'au Chili, en Amérique du Sud. Sa ressemblance avec une fourmi peut sembler surprenante aux premiers abords, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fourmi et la guêpe sont des insectes beaucoup plus proches qu'on ne le croit, car elles font toutes deux partie du même ordre, les hyménoptères. Et l'ordre, pour rappel, c'est le taxon juste au-dessus de la famille. Tiens, faudrait que je fasse une vidéo sur la taxonomie, un de ces quatre. Et l'ironie avec cette ressemblance justement, c'est que les fourmis font partie de leur proie. Aussi, la piqûre de cette guêpe est, paraît-il, extrêmement douloureuse, à tel point que là-bas, on la surnomme la tueuse de vaches. Number 5, le chat loutre. Toujours en Amérique du Sud, nous nous attaquons à présent à une espèce de félin pouvant être trouvé en forêt, en prairie ou en savane. Cet animal, pas loin des chats que nous connaissons, peut aussi être appelé jaguarondi. Et cette espèce est... Pas loin des chats huants, ce sont des chats volants. Alors non, cela y nage. C'est une espèce généralement diurne mais qui peut aussi parfois chasser de nuit. Quand les corbeaux guerriers envahissent le Oh, quartier... il va la fermer le chargé commercial de l'éco-café d'à côté, là c'est bon, on peut continuer la vidéo? Contrairement à la majorité des félidés, il a été prouvé que le jaguarondi est une espèce sociable, c'est-à-dire qu'ils vivent en groupe. Et les jaguarondis chassent justement à deux, en couple. Et justement, pour ce qui est de la chasse, il peut s'attaquer aux oiseaux, aux poissons, aux rats et autres rongeurs, et même aux insectes. Ah, il est pas difficile, hein, le bestiau, il mange de tout. Étant aussi un très bon nageur, il lui arrive parfois d'aller chercher ses proies à la nage. D'ailleurs, ce sont justement ses aptitudes à la nage ainsi que la forme de ses oreilles qui lui ont valu le nom de chat loutre. Cet animal ressemble beaucoup à un chat, si ce n'est que la forme de son corps est beaucoup plus allongée. Et il peut mesurer jusqu'à 1,40 m de long, queue comprise. Cette espèce est assez cosmopolite et peut être trouvée dans la quasi-totalité de l'Amérique du Sud. Cette espèce est facilement apprivoisable. D'ailleurs, plusieurs habitants d'Amérique du Sud les utilisent comme chats domestiques. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, car j'ai bien l'intention d'en refaire une du même style. Oui, parce qu'il y a encore pas mal d'animaux ayant des noms du même style que ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, dont j'aurais bien envie de vous parler une prochaine fois. Et c'est sur ces paroles que je vous quitte. Prenez soin de vous et adios amigos.